Si au Sénégal, le dialogue du peuple initié par le F24 n'a pas pu se tenir, à Paris, ce week-end du 10 et 11 juin, la coordination F24 France a tenu son calendrier en organisant effectivement son dialogue du peuple en réponse au dialogue national initié par le président Sall. Depuis nos indépendances à ce jour, on n'a jamais réussi à arrimer la diaspora dans l'émergence du Sénégal. Il faut arrêter et il faut voir autrement. Il faut prendre tout ce qui était là, le jeter à la poubelle et dire je pars sur une page blanche, qu'est-ce que je fais? Tant qu'on ne fera pas ça, on n'ira nulle part. C'est pour ça que les acteurs de la diaspora n'ont rien que. Donc aujourd'hui, pour ce faire, on va réfléchir. La structuration de la diaspora, c'est quoi sa représentation aujourd'hui? Donc on a en 1983 le ministère des Sénégalais de l'extérieur qui a été mis en place sous Abdou Diouf. On a en 1995 le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur. On a en 2001 le fameux symposium de Ouad. On a en 2003 le ministre maintenant des Sénégalais de l'extérieur associé au MAE, au ministère des Affaires étrangères. Voilà ce que nous avons au niveau institutionnel. Et en 2010, Ouad, avec Saad Han, à l'époque, qui le dit carrément, je vais créer du neuf avec du vieux. Ils abrogent le... Ce conclave de 2 jours avait pour but de réfléchir à la crise actuelle que traverse le Sénégal et de trouver des pistes de sortie en échangeant des idées et en proposant des orientations concrètes. En 60 ans d'indépendance, ces 5 mesures-là suffisent pour arrimer la diaspora à une quelconque politique? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la diaspora, sa place dans les institutions ne nous suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, la diaspora, ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question partisane. C'est un positionnement citoyen. Donc ça veut dire que dans les pays d'accueil où nous sommes, quelle va être la réplique de notre gouvernement pour prendre en charge une partie de sa population à tous les niveaux? Afin de couvrir tous les aspects de la crise, les participants étaient répartis en groupes de travail autour de 3 thématiques. Il s'agit des mesures prioritaires de la refondation économique et sociale à mettre en œuvre en 2024, la politique extérieure et les migrations, structuration de la diaspora dans le développement du pays. L'accueil où nous sommes, mais là-bas son homme de confiance. Et après on nous dit non, les consulats servent pour vous faire vos passeports, vos papiers, vos ceci. En fait, nos consulats sont des mairies. On nous crée des mairies dans les pays d'accueil et on nous dit celui qui le dirige, on s'en fout de sa capacité, c'est l'homme de confiance du président qui est là-bas. Donc je veux dire par là, il y a un sacré travail à faire. Les consulats ne sont pas proches de nous, il n'y a pas de proximité, ils sont dans les lieux qu'ils veulent. Tey nag dañu ñëwoon ci dialogue avec le peuple comme ni ko exécutif bi commencé woné Sénégal sax ba ñu jaaji leen ni xagn seeni droit pour ñu def ko ñun nak ci diaspora bi nak loolu ñu xagn suñu mbokk sénégalais te ñu leen ci mastaw bu baaxa baax ñun def nañ suñu kéntalaay kàttan pour mu am tey ji suñu ay membres def nañ ay panel waxtaan ci dialoguer avec toute la diaspora parler des problèmes de la diaspora loolu moo nekkoon thème bi nga xamante ne nii moo mujj tey ci ngoon waxtaan nañ ci problème yi les problèmes économiques lépp problème bi nga xamante ne nii ngay étudiant ngay sans papier wala sax nga am papier les problèmes de retraite tous les problèmes daal yi nga xamante ne nii ñi nekk diaspora bi ñi ngi koy jànkonteel wax nañ ko indi itam ay solution yoo xamante ne nii ñun ci diaspora bi xalaat nañ ne solution yi buñ ko mettre en place incha allah problème yi newuma problème yëpp dina jeex waaye lu baree bari dina dañ wala dina wàññeeku. tey daal waxtaan bi amoon na solo trop waxtaan nañ avec le peuple suba itam dinañ fi nekkaat continuer waxtaan bi wax ne diaspora bi daal taxaw nañu temm
F24 mi ngi fi te calendrier bi nga xamante ne nii teg nañ ko en place ñu ngi koy dérouler normalement surtout fii nga xam ne nii moo ci diaspora bi particulièrement. Et enfin, la question de la transition du Sénégal au regard de la gouvernance institutionnelle des indépendances à nos jours a été aussi abordée. En fait, historiquement, il faut quand même reconnaître que nous avons une démocratie émeutière. C'est-à-dire que c'est un système démocratique où, lorsque les hommes politiques sont arrivés à bout d'arguments ou n'arrivent plus à trouver un moyen de régler le contentieux ou le conflit politique, c'est la rue qui tranche en dernier ressort. Et ça, je le tiens de Moustapha Niasse même, qui me disait en fait en 2011 que l'histoire des nervis, en fait, ça provient de Lamine Gueye. Il disait que quand Senghor avait décidé de se présenter contre lui, qui faisait ses tournées, une fois il était venu à Kaolack dans le cadre de sa tournée et le prélat l'avait reçu. Et il y avait parmi le prélat même certains abbés qui avaient été ses initiateurs lorsqu'il était à Ngadjobil. Et ceux-là lui ont offert le gîte et le couvert. Mais lorsque l'information a fuité que Senghor était là-bas, on avait convoyé des nervis depuis Dakar qui étaient venus au pas de sa fenêtre en train de l'injurier de tous les noms d'oiseaux et qui le menaçaient de mort. C'est ainsi que des Kaolackois valeureux comme Ibrahim Diop Sandikoli, qui est, je pense, le grand-père de Yaya Ami Diop. Ce sont eux qui se sont mobilisés et qui ont fait en sorte que les nervis venus de Dakar soient battus en retraite. Donc, ce qui se passe aujourd'hui a une historicité d'un point de vue anthropologique. C'est-à-dire que notre démocratie a toujours été caractérisée par une sorte d'arbitrage final par la rue, au lieu que ce soit finalement résolu par des mécanismes d'échange et de dialogue à proprement parler. Maintenant, peut-on se passer d'une transition? C'est une question parfois qui pourrait paraître provocatrice, parce que nous n'avons pas connu de guerre. Les transitions sont connues dans des pays où il y a effectivement un coup d'État, où il y a en tout cas une situation d'instabilité liée à la sécurité des biens et des personnes, qui ferait que effectivement qu'on puisse aménager un espace où dans l'imagination qu'il faille avoir recours à un régime de transition. Moi je dis il ne faut pas s'enfermer dans le fétichisme des mots. Dans le cas d'espèce, aujourd'hui nous constatons historiquement que nous sommes une démocratie dialogique, c'est-à-dire qui privilégie le dialogue, même si, comme je l'ai dit par ailleurs, le contentieux, parfois, il se résout par les émeutes de rue, parce que justement, il y a toujours cette façon de procéder depuis 1956 et qu'il faudrait peut-être trouver le moyen à défaut d'y mettre un terme, de contenir de manière à ce que ça ne puisse pas avoir l'ascendant sur le discours ou le débat d'orientation contradictoire. Donc, pour maintenant procéder d'un changement de paradigme en termes de gouvernance institutionnelle, en termes de choix stratégiques de politique économique, sans qu'il ne faille faire un coup d'État, mais passer par le canal des élections, il y a aussi, pour moi, nécessité à observer tous collectivement et de manière consensuelle un temps d'arrêt pour dire si effectivement nous sommes d'accord en tant qu'acteurs et parties prenantes qu'il faille mettre en œuvre le projet des CNRI. La CNRI, quoi qu'on puisse dire, par-delà le fait que ce soit le prolongement d'un travail qui avait été fait par les assises nationales et qui n'avait pas associé le gouvernement d'alors. Mais la CNRI est quand même visée d'une commande publique, puisque c'est des ressources publiques que Macky Sall a puisé 600 millions pour permettre à des Sénégalais qui ont été cooptés et choisis pour leurs compétences, pour leur savoir-faire, pour diverses raisons. C'est des personnes qui font autorité dans le domaine dans lequel ils sont connus. Mais l'idée étant que ce sont des personnes dont l'autorité est indiscutable, qui ont réfléchi et qui ont proposé une matrice
institutionnelle et de laquelle pourrait mais découler une politique économique stratégique en rapport avec les besoins endogènes qui ont été identifiés et auxquels on essaierait de donner des réponses. Donc, quand ce travail-là existe et qu'il est là et disponible et que des hommes politiques, à chaque fois qu'ils s'épanchent publiquement ou qu'ils entretiennent leur public, se revendiquent tous des assises nationales. Donc, c'est dire que l'autorité de l'esprit des assises, je ne parle pas forcément du contenu, mais ça, c'est indiscutable. Donc, quand un dialogue doit être posé dans les conditions actuelles, et ne pas invoquer ou convoquer l'exploitation qu'il faille faire de ce document-là, moi, me semble déjà tout à fait saugrenu et me pousse encore à être méfiant par rapport à ce dialogue que Macky Sall a initié, quant à la sincérité, à vouloir prendre en charge régulièrement les préoccupations des Sénégalais et de les traduire en actes. Il y a nécessité historique de passer par un régime de transition. C'est mon sentiment personnel et que je soumets à l'appréciation et à l'examen de cette Assemblée. Il nous faut observer un mandat où, effectivement, on donne le loisir à l'équipe gouvernante de créer les conditions d'application immédiate des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions. À peut-être parfaire ou à mettre à jour, mais le squelette en soi doit être conservé et plaqué dans notre architecture institutionnelle, de manière véritablement à éviter à la postérité et ceux qui viendront derrière nous de continuer à entretenir cette culture politique qui consiste aujourd'hui à abêtir les masses, à les asservir à une cause ou à un agenda personnel qui n'a rien à voir avec les logiques de transformation politique et sociale qui sont, en mon sens, la vocation de tout acteur politique. Je suis de ceux qui pensent que fondamentalement, le problème qu'on a aujourd'hui dans ce pays-là, c'est la justice. La justice dans sa globalité. Mais je dirais peut-être même pas la justice, je dirais des institutions. Des institutions de contre-pouvoir. On continue aujourd'hui d'avoir des monarques à la tête de nos pays. On le voit. Des gens dont, je dirais même, émanent de la puissance, entre guillemets, divine. Excusez-moi. Parce qu'ils ont pouvoir de vie et de mort sur nos citoyens. Qui ont pouvoir de vie et de mort au quotidien sur les décideurs politiques, sur les décideurs économiques, et j'en passe. C'est-à-dire, tant qu'on continuera, après même un bon programme des assises nationales, après même un bon programme du dialogue du peuple, nous qui avons pris cette option-là avec les 24 d'être dans cette discussion-là, évidemment, je pense qu'on se trompe, parce qu'on se trompe en tout cas, ne serait-ce que par rapport à la temporalité. Pour revenir sur vraiment le sens que je veux donner à mon intervention, c'est que je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, on devrait travailler sur des contre-pouvoirs dans notre pays. Aujourd'hui, le régime le plus démocratique, de mon point de vue, si ce n'est pas le pays, qu'est-ce qui fait sa force? Ce sont les contre-pouvoirs. Et c'est là où j'en viens avec celui qui aujourd'hui, pour moi, constitue le rempart de nos combats, de mon point de vue, Ousmane Sonko. Le vrai problème que j'ai avec ces militants, c'est qu'ils en font un messie. Et je le disais tantôt, il y a point de, comment dirais-je encore, sauveur en politique. Et ça risque de nous rattraper demain. Ça risque effectivement de rattraper même ces militants, ces sympathisants, parce que évidemment la situation du pays, si je parle même pas du chaos qui nous guette aujourd'hui, est dans un tel état d'effondrement que penser que un seul homme ou même une seule entité ou un seul pouvoir pourrait nous sortir de cette situation, en tout cas nous présager des lendemains meilleurs, ben, c'est une vue de l'esprit
Et c'est moi, quand je commençais l'exposé, c'était pour y arriver à celui que je considère aujourd'hui comme le dirigeant de l'opposition. C'est même pas que je considère, pour moi c'est un fait. Il faut qu'on fasse attention à l'envoyer en tout cas dans les trucs du pouvoir si on n'a pas réglé en amont. Je ne sais pas comment, je n'ai pas la réponse. En amont, cette question de contre-pouvoir. Parce que qui qu'on mettra aujourd'hui à la tête de ce pays-là, si on n'a pas réglé en amont cette question-là, on est à sa merci. Bon, je me présente, je m'appelle Ndene Loum, militant de Abdoulaye Tine, USL. J'étais chargé de mission de la commune de Rufisque, la mairie de Rufisque. On avait un budget de 7 milliards. Et pourquoi j'ai quitté Abdoulaye Wade? C'est pour le troisième mandat, troisième candidature. Oui, quand il avait imposé ça, moi personnellement et ma famille, on s'est retirés. Et bien entendu qu'avant cela, mon grand frère était décédé, Ndiaw Touré, avant cela. Donc c'est ça qui m'a permis de quitter PDS pour venir avec Abdoulaye Tine. Je ne suis pas un politicien de métier, je suis un homme de métier, je suis ingénieur en génie civil. Et pratiquement tout Dakar connaît la famille Loum. La famille Loum, on est des ingénieurs, on est des entrepreneurs, on est dans la construction. Et présentement au Sénégal, la manière dont on donne les marchés et la manière dont on organise les appels d'offres, vraiment c'est vraiment à l'envers. Nous les opérateurs économiques, nous les hommes d'exécution. Il l'a dit tout à l'heure ce monsieur, Babacar. En matière de droit, on dit que le pénal tient le civil. Et en matière politique, si l'exécutif tient le judiciaire, on n'aboutira pas à une porte de sortie favorable. Ça, c'est sûr. Et présentement, c'est l'exécutif qui tient vraiment le judiciaire. Et si le procureur dépend directement de l'exécutif, vraiment, il n'y aura pas un état de droit dans tout ça. C'est le parquet. Donc, pour le moment, je me limite là et recueillir des informations et des analyses. Et je salue vraiment toutes les interventions qui ont eu lieu jusque-là. Parce que de base, moi, sur le thème de ce dialogue, bon, je n'étais pas d'accord. Je trouvais qu'il était mal formulé parce qu'il pose une question: peut-on faire l'impasse sur ce qui se passe au Sénégal? Et la réponse est évidente, c'est non. Mais heureusement, je pense que Agbou l'a brillamment introduit, donc il a brossé les vrais sujets. Mais d'abord, j'ai une intervention, une contribution sur ce que Ben a développé. Bon, évidemment, parce que moi, je trouve que il est un peu bourré de contradictions. Pourquoi? Parce que je pense que de la même Agbou l'a démontré. C'est-à-dire, on est toujours dans une logique de combat d'une personne et au final, on a un usurpateur qui vient se saisir au pouvoir. Donc, le problème et le danger, on le connaît, on l'a identifié. Donc, c'est anormal qu'une personne avertie tombe dans le même piège. Est-ce que tu as proposé quelque chose de concret, une transition, et si j'ai bien compris, par un gouvernement collégial, etc., bon, dirigé par je ne sais qui ou bien pas dirigé. Mon seul bémol, c'est comment tu projettes ça par rapport à ce qui existe déjà. C'est-à-dire comment tu projettes ça par rapport à nos institutions actuelles, par rapport à la loi existante. Est-ce que tu tords la main à tout ça, à toute cette existence, pour imposer cette forme d'organisation qui n'existe pas, qu'on va sortir ex nihilo? Bon, mais c'est une proposition sur la table. Il y a une autre proposition. Quand Agbou parlait de transition, en fait, cette transition-là, elle peut être portée par un candidat, par un parti politique, pourquoi pas. Il suffit juste de nous assurer, pour moi, que
cette personne-là, ou bien ces gens-là, qui seront chargés de porter cette transition-là, ne vont pas encore nous emmerder avec un deuxième mandat probable, un troisième mandat, etc. Donc, moi, par exemple, en poussant cette réflexion-là, je me suis dit, quels sont les verrous qu'on a, à part les verrous classiques qu'on connaît, mais on a un verrou qui est la limite d'âge. OK? Donc, on sait qu'à partir de 75 ans, on n'est plus candidat. Aujourd'hui, parmi les candidats annoncés, qui peut faire qu'un seul mandat? Il y en a. Merci. Moi, merci. Donc, il y en a. OK. Donc, il y en a. Bon, maintenant. OK. Donc Ben, une autre proposition serait de dire, par exemple, à ces gens-là, écoutez, vous avez une responsabilité. De toute façon, vous n'allez pas faire plus d'un mandat. Maintenant, soit, hein, on peut vous... Et ce mandat-là, c'est en tout cas, le recoupement idéal, en tout cas, pour faire une transition. Après, la génération qui vient, ils sont tous incompatibles avec cette mission-là. Mais vous êtes compatibles avec cette mission de transition. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Discutons. Et de là, on cale des choses, etc. Maintenant, évidemment, ça reste des hommes, mais ils auront la responsabilité soit de faire cette transition, soit d'entrer dans l'histoire en étant les plus grands tocards qui nous auraient fait rater cette transition. C'est une deuxième proposition. Et je pense que à 6 mois des élections, elle est plus réaliste. Parce que, en fait, vouloir maintenant sortir ou bien imaginer un système, un gouvernement, je ne sais pas, collégial, etc. Pour moi, à 6 mois, je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Moi, je prends toutes les propositions. Mais entre ces deux propositions, quelle est la plus réaliste? OK. Dans ton intervention aussi, dans l'intervention de Babacar, il a mentionné à plusieurs reprises chef de l'opposition, etc. Bon, moi, je ne sais toujours pas d'où vient cette création-là. J'aimerais bien que vous me rassuriez et que vous me disiez qu'elle ne vienne surtout pas des assises, quoi. Parce que pourquoi on veut cette notion de chefferie, quoi? Pourquoi on veut un chef dans l'opposition qui sera incarné par un seul homme? Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Tu vois, c'est un truc pour moi brandi par le pouvoir, jeté à l'opposition, réclamé par un OS, par un Idriss Seck, mais quand même, on est plus grand que ça. On n'a pas besoin d'un chef de l'opposition. Voilà. Moi, c'est ma position. C'est une chimère, une diversion. Et bon, donc voilà, donc c'est essentiellement. Bon, après, un dernier point, donc sur le mandat de transition, moi, c'était la remarque que j'avais, et j'aimerais bien entendre Agibou là-dessus. Mais aussi, Agibou, quand il dit que à chaque fois qu'on s'est retrouvé dans des impasses politiques, c'est la rue qui a tranché, qui a résolu le problème. Est-ce que la rue a réellement tranché? Pour moi, elle a juste amené un élément de plus, une pression de plus dans... Oui, voilà, non. Ça, oui, effectivement, ok, donc effectivement, donc c'est un fait, voilà, c'est un fait, c'est vrai que, tout à fait, c'est vrai, le fait, mais ok, mais donc on est d'accord que ce n'est pas, voilà, donc ce ne sont pas ces émeutes qui ont réglé, très bien, effectivement. Le dialogue dit populaire, je ne crois pas, pour moi, c'est un baratin, une invention. Si le dialogue populaire, c'est ce qui a été fait et qui a été à l'origine des assises nationales, oui, le dialogue populaire a un sens. Aujourd'hui, les gens, tu ne peux pas les emmener à l'essentiel. Parce que nous appartenons à une espèce de nouvelle culture politique, qui est une culture fast-food. Les gens posent des actes qui sont des actes folkloriques, insensés, qui engagent l'avenir de ce pays, et on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2 ou 3 générations de jeunes Sénégalais, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16, 17, 18, 19, 20, qui ont participé aux insurrections des derniers jours. Qu'est-ce que les partis politiques leur ont apporté? Ces gens-là vont grandir et sera inscrit dans leur ADN acte politique égal insurrection égale violence. C'est là où nous avons des responsabilités historiques. Je suis dans ce dialogue parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas au dialogue populaire. Il y a 2 choses qui se passent. Nous sommes dans une situation qui est devenue très binaire. Ou on est pour l'insurrection, ou on est pour le dialogue.
Et quand on est pour le dialogue, il faut que des gens qui partagent des positions différentes puissent être autour de la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui aujourd'hui dirigent ce pays, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux, et ceux qui représentent potentiellement des alternatives sérieuses, ça veut dire l'opposition ou les oppositions. Pour moi, il n'y a pas une opposition au Sénégal, l'opposition elle est plurielle. La notion de chef de l'opposition est une invention administrative qui n'a aucun sens politique, et je suis d'accord avec mon jeune frère qui vient d'intervenir. Il faut arrêter de s'enfermer dans des concepts qui n'ont aucun sens. Je ne crois pas à l'insurrection parce que je ne crois pas à l'aventurisme. Il y a des faits en termes de popularité. Mais le leadership nécessaire pour pouvoir gérer ce fait majoritaire, il n'existe pas. Les gens que je vois aujourd'hui, les plus populaires de la scène politique sénégalaise, je suis désolé, très souvent, ils n'ont aucune densité politique, aucune densité intellectuelle. Aujourd'hui, et comme je le dis depuis toujours, c'est parce qu'il y a un champ laissé par les politiques en termes de réflexion qu'est né ce que j'appelle l'idéologie du lumpen prolétariat sénégalais, qui est l'insultisme. On a aujourd'hui des leaders, entre guillemets, leaders parce qu'ils sont populaires, qui ne doivent leur existence qu'à des injures. Ils insultent du matin au soir. Aujourd'hui, dans le champ politique, parce qu'ils font partie du champ politique aussi, on a des liveurs dont la seule activité, c'est d'insulter et de produire des fake news. Aujourd'hui, comme je dis, l'alternative au dialogue, ça s'appelle l'insurrection. Et ceux qui étaient contre le dialogue et qui ont été les chantres de l'affrontement parce qu'ils croyaient que le problème était un problème de rapport de force qui ne devait se régler que dans la rue, je suis désolé. On ne les a pas vus à la tête des jeunes qui combattaient les forces de défense et de sécurité. Et ces jeunes ont servi de chair à canon parce que c'est sur eux qu'on tirait, mais c'est eux aussi qu'on utilisait comme bouclier humain. Il y a un problème. Il faut que nous prenions notre responsabilité dans l'analyse de ce problème-là. Et cette responsabilité, il faut que nous la prenions de manière courageuse. Nous avons aujourd'hui une classe politique où il y a des populistes qui cherchent des raccourcis et qui, comme le disait Chirac, qui sont dans l'air du temps. C'est des gens qui sont dans le vent parce qu'ils ont un destin de feuilles mortes. Ils suivent un leader qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, s'appelle Ousmane Sonko, qui est extrêmement populaire. Très, très, très populaire. Pourquoi il en est arrivé là? Je n'en sais rien parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui font l'économie, des leaders qui font l'économie de la réflexion et qui n'ont pas le courage de leurs idées. J'aurais dû commencer en disant que je suis le responsable de Taxawu Sénégal en France. De Taxawu Sénégal en France. Donc le parti où il y a Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et tout le reste. Que nous avons fait le choix démocratique de participer à ce dialogue. Parce que toutes les structures de Taxawu Sénégal ont été interrogées. Et toutes ces structures ont discuté de manière libre. Il y avait des gens qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Globalement, la majorité était d'accord pour qu'on aille à ce dialogue-là, en fixant des conditions, etc., etc. Nous en avons fait la synthèse et ça a été porté par Khalifa Ababacar Sall. Ça veut dire que donc, je fais partie d'une opposition où je suis minoritaire, mais j'assume cette posture minoritaire. Parce que c'est une posture de responsabilité pour moi. Stop à l'intimidation. Macky Sall, libérez Serigne Saliou, libérez Serigne Saliou, libérez Serigne Saliou, libérez Serigne Saliou. Libérez les otages. Stop à l'intimidation. Stop au fascisme. Libérez les otages. Libérez les prisonniers politiques. Macky Sall qui ne participera pas aux élections. Libérez Hannibal Djim. Salam alaikum wa rahmatullah. Au nom de F24 Diaspora, ñoo ngi wax ak patronat bi ak ñi nga xam ne Macky Sall ñoo ñu leen yónni pour ñu négocier ak F24
parce que dafa am ay liggéeykat yoo xam ne tabaski baa ngi ñëw économie bi wax nañ lépp ba ñun daanaka ku ne gis na Sénégal ne jéem nañ def ay jéego ci négociation yi léegi nag journaliste bu mel ni Serigne Saliou ak ñeneen tey ñu ngi wax 30 personnes yu nekk au niveau de Kédougou yoo xamante ne ñu ngi prison te li leen fa dugal Macky Sall bu mu wax ne ñi def infraction ñi def délit ak justice képp kuñ fi jàpp leer na ko ne ay détenus politiques la ñii pour ay délit d'opinion ñii parce que ils ont fait juste des postes léegi nag gannaaw dëgmal nañu ay négociations ba yàlla def na kilifa yëpp d'accord nañ ne wax dëgg yàlla boor bu ne war na mën a bàyyi tuuti li mu dig F24 na ko respecté ku mel ni Serigne Saliou waratul toog prison ak ñeneen donc ñoo ngi ñaan nag à commencer par la libération de Serigne Saliou loolu dina wone ne li mu leen wax ba ñu ñëw négocier ak F24 ba tey jii xel yi commencé dal na ko commencé ci Serigne Saliou ñoo ngi nuyu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah